Au cours de ce webinaire, nous allons aborder la question du smart building. Tout d'abord, en se posant la question de la définition, qu'est-ce finalement qu'un smart building? Deuxièmement, en replaçant ce bâtiment intelligent dans le cadre de la smart city, du smart building à la smart city. Et enfin, en se posant la question de la mise en œuvre du bâtiment connecté et communicant dans le cadre du label Ready to Services qui a été lancé par Certivea en partenariat avec la SBA et HQE fin juin 2018. Tout d'abord, donc, pourquoi le bâtiment deviendrait-il smart? On peut se poser légitimement la question. Eh bien, tout simplement, il y a plusieurs réponses à cela. C'est que le bâtiment, il est intégré dans un espace-temps qui est celui du XXIe siècle aujourd'hui et qui est soumis à des facteurs d'influence extérieurs. Tout d'abord, l'arrivée en masse de l'Internet des objets. Les analystes prédisent que d'ici 2020, ce sont 3 milliards d'objets connectés qui seront intégrés dans nos bâtiments. Les progrès techniques, plus généralement, les progrès techniques des systèmes, de l'informatique, des services, des technologies qui entrent dans le bâtiment. Bien entendu, et ça a été un facteur d'évolution ces 10 dernières années en particulier du bâtiment, les enjeux énergétiques et écologiques, auxquels peut contribuer positivement et activement les technologies de l'information et de la communication, en pilotant mieux le bâtiment, en le rendant plus efficace dans sa gestion énergétique. Et puis, je dirais également une dynamique d'innovation qu'on constate notamment depuis quelques années, et en particulier en France, à travers notamment la PropTech, donc tous ces entrepreneurs qui proposent de nouvelles solutions à l'ensemble de la chaîne immobilière et du bâtiment. Et j'ai tendance à dire que ces entrepreneurs, c'est un petit peu les signaux faibles, puisque si ce sont des gens qui ont détecté un potentiel d'innovation et qui le proposent, ils ne réussiront certes pas tous, mais certains réussiront et auront une capacité à transformer la manière de concevoir, de réaliser et d'exploiter nos bâtiments. Et enfin, il faut aussi considérer que le bâtiment est intégré dans une époque avec des occupants qui eux-mêmes subissent l'évolution du temps et l'évolution des usages, l'évolution des modes de vie, et que le bâtiment est là quelque part pour accompagner ces évolutions également. Voilà. Alors, par rapport à donc ces facteurs d'influence, qu'est-ce qu'on peut appeler finalement un smart building? Premier constat, en ayant fait des recherches sur Internet, on peut dire il n'existe pas, en tout cas je n'en ai pas trouvé, de définition qu'on pourrait qualifier d'officielle sur le smart building. Néanmoins, on trouve dans la littérature et chez les analystes et les structures qui parlent du smart building des thématiques qui sont assez récurrentes. L'énergie est une thématique qui vient systématiquement, donc l'optimisation énergétique du bâtiment à travers des systèmes de pilotage rentre dans le champ de la définition du smart building. Bien entendu, l'évolution des systèmes techniques du bâtiment, la gestion technique du bâtiment, qui évolue vers les services Internet, les services IP, les web services, les réseaux de télécommunications qui sont de plus en plus présents dans nos bâtiments, les objets connectés, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis plus généralement les services aux bâtiments et à leurs usagers. Donc ce sont les thématiques qu'on retrouve dans les définitions multiples qui existent sur le smart building. Le lien entre le smart building et la maîtrise d'énergie, les 3 grands thèmes, si je résume, les éléments liés à l'infrastructure technique du bâtiment, et puis cette notion d'ouverture vers des services, à la fois pour le bâtiment, mais aussi au-delà du quartier et de la ville. Et donc, ce que je vous propose, comme il n'existe pas de définition, je vous en propose une, qui serait la suivante. Donc, un smart building serait un bâtiment qui s'appuie sur une infrastructure afin de proposer une palette de services dont la maîtrise d'énergie, mais pas uniquement la maîtrise d'énergie, mais dont la maîtrise d'énergie, qui permet la libre circulation et l'accès sous certaines conditions qui restent évidemment à définir entre le bailleur et ses occupants, aux données, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment, et ce pour l'ensemble des parties prenantes, donc les gestionnaires, les exploitants et bien entendu les occupants du bâtiment. Ce smart building est le garant de la bonne orchestration des données du bâtiment
et donc il prend en compte à la fois leur protection et la sécurité des systèmes connectés, car en effet, on ne pourrait pas concevoir un bâtiment connecté qui ne garantirait pas une certaine forme de protection des données pour les occupants. Et enfin, il favorise le développement de son double numérique, cette fameuse maquette numérique, et de son carnet numérique associé pour faciliter l'exploitation et assurer le suivi des évolutions du bâtiment et des services qu'il délivre. Donc voilà une définition qui prend en compte ce que je considère être des points essentiels de la définition de ce que peut être un smart building. Donc un bâtiment qui est tourné vers les services, qui dispose d'une infrastructure de communication dédiée, qui orchestre les données et en assure la protection et la sécurité, et qui est doté d'un double numérique qui permet son suivi et son évolution dans le temps. Alors pourquoi cette définition très centrée sur l'infrastructure et les services? Eh ben, tout simplement, c'est que, comme je vous le disais en introduction, le bâtiment, il se situe dans une époque. C'est vrai des bâtiments existants, c'est encore plus vrai des nouveaux bâtiments qui sont en conception et en construction. Or, l'époque, elle est marquée par cette fameuse 4e révolution industrielle. C'est la révolution donc des technologies de l'information et de la communication, donc ces Internet des objets, l'intelligence artificielle, le cloud computing, le edge computing, le big data, tous ces acronymes nouveaux qui percolent dans l'ensemble des secteurs économiques et des secteurs de la vie de tous les jours. Et on ne voit pas pourquoi le bâtiment serait finalement épargné quelque part de cette révolution, resterait dans son jus, resterait dans l'époque haussmannienne, alors que nous sommes en 2018 et que nous sommes dans cette mouvance de l'évolution technique. Et il faut, si vous voulez, considérer que le bâtiment, il s'est pas construit pour lui-même, il est construit pour des gens, pour des occupants. Donc il est là pour rendre des services à des personnes. Or, ces personnes, elles vivent au XXIe siècle et leurs usages, leur mode de vie a fortement évolué. Et donc leurs attentes vis-à-vis du monde qui les environne est différente aujourd'hui qu'il ne l'a été il y a une vingtaine d'années ou une quarantaine d'années. Donc on peut légitimement se poser la question, si on reste invariant dans les modalités de construction, de réalisation et de conception du bâtiment, alors que les modes de vie évoluent, à un moment donné, il va y avoir une distorsion entre les attentes des personnes et la capacité à délivrer les bons niveaux de service des bâtiments qu'ils vont occuper. Je vais vous citer quelques exemples pour illustrer mon propos de manière plus concrète. Il y a notamment l'arrivée en masse de l'Internet. Vous voyez qu'en l'espace d'une petite vingtaine d'années, nous sommes passés de 7% des ménages équipés d'Internet en 1999 à 88%. 88%, c'est juste le taux d'équipement en télévision des foyers. Hein. Donc on est à ce niveau d'équipement. C'est-à-dire qu'en gros, presque tout le monde est aujourd'hui connecté sur Internet et la moitié d'entre nous le sont également sur mobile. Et donc on a ce rapport au monde extérieur, à cet univers vaste que constitue Internet, avec capacité d'accéder théoriquement à plus d'1 milliard de sites et de services, n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quel outil, c'est ce qu'on appelle l'ATAWAD, Anytime, Any Device, Anywhere, Anytime, Any Device, et donc c'est cet accès instantané, au bout des doigts, à une profusion de services. C'est ce que les consommateurs attendent au quotidien. C'est également un glissement progressif d'une économie basée sur la possession à une économie basée sur les usages. Je vais vous prendre un exemple qui va illustrer ceci de manière extrêmement simple. Si vous possédez une centaine de CD, c'est-à-dire 1200 titres de musique, ça vous a coûté en moyenne 12 € par CD, c'est-à-dire l'équivalent de 10 ans d'abonnement à une plateforme de streaming musical qui vous permet d'accéder à 30 millions de titres, soit 100 000 fois plus. Vous voyez que il n'y a pas photo, si je puis dire, que le service offert par l'usage est bien supérieur au service offert par la possession du produit, dans ce cas précis que je viens de vous situer. Voilà, donc j'ai pris cet exemple-là, il y en a de multiples autres, et je voudrais vous mettre un focus sur un en particulier, celui de l'automobile.
Pourquoi je vous cite celui-là? Parce que l'automobile, c'est aussi un secteur qui, c'est un secteur qui est vieux entre guillemets, qui précède et de très loin l'arrivée de ces technologies de l'information et de la communication. Et pourtant, ce secteur a fortement évolué et nous n'imaginons plus aujourd'hui, sauf à être amoureux des voitures de collection, rouler dans des voitures aux caractéristiques au service de celles de 1980, par exemple cette Renault 5, lorsqu'elle est sortie, et son successeur la 2018, elle n'a rien à voir à part d'avoir 4 roues et un volant et une carrosserie autour. Pour le reste, énormément de choses ont changé, et notamment en termes de services offerts aux passagers. Assistance à la conduite, assistance à la sécurité, assistance aux fonctions de réparation, de confort, de mobilité, de multimédia, et actuellement, et de plus en plus avec le véhicule électrique, source d'énergie d'un point, comme capacité de communication entre le véhicule et le smart grid, et dans quelques années, conduite autonome. Toutes ces évolutions n'ont pas eu lieu à ce rythme-là dans le bâtiment. Or, il pourrait avoir lieu, mais pour ça, il faut que le bâtiment se dote de systèmes techniques qui lui permettent d'intégrer les nouveaux services, les nouvelles technologies, en capacité d'offrir tous ces services aux usagers. Et ces services, ils sont multiples. Si on passe au diapo suivant, les services au bâtiment, les services aux usagers. La liste est longue. L'idée n'est pas de vous proposer une liste exhaustive, mais l'ensemble de ces services pourrait bénéficier avantageusement des services supplémentaires apportés par les technologies de l'information et de la communication. Je vais prendre quelques exemples pour éclairer mon propos. L'aménagement des espaces. L'aménagement des espaces, si par des systèmes techniques, vous êtes en capacité de mesurer à tout instant le taux d'occupation de vos espaces et que vous constatez que la moitié à l'instant T sont inoccupés, eh bien vous êtes en mesure de mieux optimiser l'usage de ces espaces et donc de diminuer les mètres carrés pour une fonction d'usage équivalente et donc de diminuer le coût de manière substantielle. Donc ça, c'est un exemple extrêmement concret. C'est également la mixité des usages, permettre de partager des espaces entre des fonctions de travail, des fonctions de loisirs, des fonctions de sociabilité. Ce sont toutes ces choses qui sont facilitées par les technologies de l'information et de la communication et les produits et les services qu'ils permettent. Je vais vous citer un deuxième exemple sur la gestion énergétique, avec l'arrivée des smart grids, avec la capacité du bâtiment à communiquer des informations au réseau énergétique. On voit là toute la potentialité de partage énergétique, de mutualisation des sources de production et de stockage, ce qui va arriver sous peu avec les évolutions des réglementations thermiques. D'ici 2020, une prochaine réglementation est dans les tuyaux qui va demander aux bâtiments de produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Et donc là, ces technologies-là vont être un formidable accélérateur pour optimiser l'efficacité énergétique du bâtiment. Alors, pour faire ceci, de quoi s'agit-il? Quelles sont ces fondations techniques finalement? De quoi parle-t-on? On parle d'un socle technique, donc c'est avec l'analogie avec l'arbre que vous voyez sur cette image, ce sont mes racines. Donc c'est la couche terrain où vous allez avoir de plus en plus d'objets connectés, de capteurs, d'actuateurs, de régulateurs, de serveurs de terrain. Tous ces éléments qui vont finalement prendre le pouls de votre bâtiment et puis le faire vivre ses fonctions au quotidien. C'est évidemment un tronc, une infrastructure qui permet de soutenir l'ensemble de ces systèmes techniques et d'irriguer l'ensemble des espaces avec les services nécessaires. Et puis c'est la couche des services représentée ici par les feuilles du bâtiment. Et cette couche de services, c'est une couche qui est par nature évolutive, parce que la grande difficulté et le challenge de l'arrivée de ces technologies de l'information et de la communication dans le bâtiment, c'est des technologies à cycle court, alors que le bâtiment est un produit à cycle long.
Et donc c'est toute la difficulté finalement, c'est comment intégrer des technologies dont on sait qu'elles vont évoluer très très rapidement dans un bâtiment qui est fait pour durer des dizaines d'années, voire plus. Et bien justement, c'est là tout l'intérêt d'une démarche structurée d'infrastructure technique du bâtiment, dont je vous parlerai dans la troisième partie. Donc j'anticipe pas sur cette partie-là. Je voudrais dans la deuxième partie, maintenant qu'on a posé un petit peu les bases conceptuelles de c'est quoi un smart building, à quoi ça sert dans son ensemble, faire le lien entre le smart building et la smart city. Il est frappant de constater, je vous engage à faire le test vous-même si vous le souhaitez, quand vous regardez les occurrences de recherche entre les deux mots clés que vous voyez ici dans le titre, smart building et smart city, il y a un rapport de 1 à 100. On parle beaucoup plus de la smart city que du smart building. Or, une smart city dans laquelle il n'y aurait pas de smart building, c'est quoi? C'est une smart campagne, certainement, mais pas une smart city. Le bâtiment est un élément structurant de nos villes, c'est pas le seul élément, il y a évidemment la voirie, tout un tas d'autres aspects, mais le bâtiment est fondamentalement au cœur des espaces urbains. Or, jusqu'à présent, force est de constater que le bâtiment était le grand absent des stratégies de smart city des grandes métropoles et des villes de taille moyenne. La raison en était simple, c'est qu'il n'était pas smart, il n'avait aucune capacité de communication avec son environnement. J'ai tendance à dire qu'on construisait, on concevait, on réalisait des bâtiments autistes, des bâtiments repliés sur eux-mêmes. Ce temps-là est révolu avec cette structure dont on va parler en troisième partie de cette présentation. Ce bâtiment va être en capacité de partager, de communiquer avec cet environnement et donc d'être pleinement intégré et d'être une ressource à part entière de cette stratégie de Smart City. Et c'est fondamental et c'est très important. Alors je vais vous citer quelques exemples pour être tout à fait concret. Le premier, celui qui vient tout de suite à l'esprit, que j'ai cité tout à l'heure, c'est le lien entre le bâtiment et l'énergie. Le bâtiment, nous dit l'ADEME, représente plus de 40% des consommations énergétiques d'une ville. C'est le premier poste de consommation d'énergie. Dans la trajectoire de diminution de la consommation d'énergie, qui est extrêmement importante, le bâtiment doit jouer un rôle. Alors il le joue pour lui-même avec les politiques, la réglementation RT, RT 2012, bientôt RT 2020, mais il doit également le jouer dans une équipe collective. C'est pas une partition de solistes, le bâtiment, c'est un orchestre. Et donc, il est intégré dans un tissu urbain, dans un îlot, dans un quartier, etc. Et donc, se pose la question de l'optimisation des ressources de consommation, de stockage et de production de l'énergie à l'échelle du bâtiment, de son îlot et de son quartier. Et donc, pour ce faire, il faut définir les règles de communication et de partage des données entre le bâtiment et les réseaux de distribution énergétique. Il faut s'assurer que lorsqu'une information est communiquée ou lorsque le bâtiment est en capacité de prédire sa consommation future, ces données soient fiables, c'est-à-dire que ce soit un bon camarade, que le réseau énergétique et les opérateurs de ce réseau puissent véritablement s'appuyer de manière fiable sur le bâtiment, et enfin que le bâtiment soit un élément actif de coopération justement pour optimiser et moduler la consommation d'énergie avec le réseau énergétique. Cette thématique est en cours de développement. La SBA porte un projet de labellisation, de cadre de référence qui devrait devenir une labellisation d'ici la fin d'année, qui s'appelle Ready to Grid. C'est pas l'objet de ce webinaire de vous en parler, mais je fais un petit teasing pour vous dire que ça arrive bientôt. Donc le cadre qui va structurer tout ce que je viens de vous expliquer est en cours de développement actuellement. Alors oui, c'était 2 en 1, pardon. Voilà, c'est la même slide. Hein. Donc celle-ci était pour vous montrer que le bâtiment il doit fonctionner à différentes échelles, hein, la maille du volume du bâtiment et de l'îlot. Bon, voilà. La deuxième modalité de coopération entre le bâtiment et le territoire, ce sont les espaces de partage. Alors,
de coworking. Je prends l'exemple du coworking. On parle aussi maintenant de co-living, mais focalisons-nous sur le coworking. Donc, un bâtiment tertiaire, un bâtiment d'activité, de travail. On voit de plus en plus ce phénomène croître de manière spectaculaire. Un récent rapport nous indique qu'il y a déjà près de 1800 tiers-lieux en France et ça ne cesse d'augmenter parce que les modes de travail évoluent. Dans certains pays, notamment les pays nordiques, il y a plus de 30% de la population qui est une population indépendante et donc cette population-là a besoin d'espaces de travail différents des salariés qui travaillent dans une grande ou moyenne entreprise. Et même les salariés des grandes et moyennes entreprises, on constate que de plus en plus d'accords de télétravail sont signés et donc il y a une fluidité, une porosité des modalités de travail qui fait que le bâtiment doit flexibiliser les usages de ces espaces. Et pour ce faire, il a besoin de technologies pour savoir réguler les flux et savoir qui est dans le bâtiment et savoir optimiser la gestion de ces espaces-là. Et tous ces tiers-lieux sont généralement des bons candidats à devenir des smart buildings parce qu'ils en ont besoin dans leurs usages intelligents. Le deuxième exemple, c'est au niveau résidentiel. Et là, j'ai repris un petit peu la vision d'un architecte, Eric Cassard, du cabinet Arc and Spaces, qui a été d'ailleurs le Grand Prix Smart City 2017 du monde, et qui a cette vision qu'il appelle habiter l'infini, qui consiste simplement à proposer aux personnes de concevoir leur modalité de vie en cercle concentrique. Vous avez un petit cercle privatif qui ne vous appartient qu'à vous, vous êtes seul, et puis vous avez des cercles concentriques que vous partagez avec d'abord un cercle proche, puis un cercle de voisinage, puis avec tout le monde. Et donc, la théorie d'Eric Cassard dans l'habiter l'infini, c'est qu'avec finalement la même valeur économique, vous pouvez disposer de 1500 mètres carrés en termes d'usage et n'en posséder que 50 en termes de propriété. Et ça révolutionne complètement la manière de concevoir pas simplement l'appartement, mais l'immeuble, le quartier, etc. Et c'est rendu possible, c'est régulé par des outils informatiques qui vont permettre de réserver des espaces, de s'assurer que les gens qui les utilisent les rendre en état fonctionnel et propre, etc., etc. Donc vous voyez que ces technologies de smart building permettent d'accompagner une évolution des mœurs de vie, que ce soit dans nos modes de travail ou dans nos modes de vie. Et cette vision-là, elle peut paraître un petit peu futuriste aujourd'hui en France. Sachez qu'elle se développe beaucoup dans les pays nordiques. Donc voilà. Et le co-living est un petit peu basé sur ce concept-là, d'avoir plus d'espace partagé pour une partie, et donc des usages, plus une fonctionnalité des usages qu'une fonctionnalité de la propriété. Enfin, troisième, il y en a un quatrième qui suit derrière. Troisième exemple, celui lié aux services de proximité, donc la capacité à partager des ressources du bâtiment avec son entourage. On peut évoquer le parking, c'est un bon exemple de ressource qui est partageable entre différents bâtiments, mais on peut également citer d'autres exemples comme des jardins partagés, l'agriculture urbaine, voire des pièces en plus, etc. Donc les services qui sont cités ici sur cette image sont quelques-uns des services qui existent et qui font justement le lien entre le bâtiment et le quartier. Et donc ça veut dire qu'ils doivent aller puiser des informations dans le bâtiment. Donc ce bâtiment, il doit être poreux en termes de communication de son information. Et dernier exemple, lié à la mobilité, avec la transition sur une mobilité plus douce, on va voir, et donc les bornes de recharge à l'intérieur du bâtiment et les véhicules électriques, on va voir que le bâtiment est de plus en plus un hub de mobilité,
Alors je prends le véhicule électrique, mais pas que, on peut aussi concevoir des modalités de mobilité douce, partageables, à disposition des copropriétaires ou des co-usagers d'un bâtiment. Ça peut être des trottinettes, des vélos, etc. On peut également concevoir des systèmes qui favorisent la logistique du dernier kilomètre. Il faut savoir qu'en l'espace de 10 ans, le e-commerce a été multiplié par 10 et représente en France aujourd'hui 81 milliards de valeur d'achat. Or, l'explosion de l'e-commerce pose la question de la logistique du dernier kilomètre, c'est donc la livraison chez vous de vos colis. Et si vous n'êtes pas chez vous, donc la personne doit revenir 2-3 fois, ça pose un véritable sujet de circulation dans la ville. Et donc le fait de disposer dans un bâtiment intelligent de casiers intelligents, c'est aussi une solution qui peut être intéressante. Voilà. Je vous ai cité quelques exemples pour vous essayer de vous montrer le lien entre le bâtiment et son quartier. Alors, évidemment, pour faire tout ça, c'est pas que du béton et des câbles et des capteurs. Non. Le bâtiment intelligent, c'est d'abord et avant tout un système de traitement de la donnée. Donc ça nécessite d'avoir au cœur ce que d'aucuns appellent un BOSS, pas un chef, hein, un BOSS pour Building Operating System. Donc finalement, un système d'exploitation comme votre ordinateur ou votre smartphone en capacité d'orchestrer toutes ces données et tous les services qu'il est en capacité de délivrer. Et évidemment, ça veut dire que ce BOSS, ce Building Operating System, et les données qu'il exploite, il faut un exploitant, il faut évidemment un concepteur qui le conçoive, un réalisateur qui le réalise, mais surtout, il faut un exploitant qui l'exploite. Et ça, cet exploitant aujourd'hui, il reste à inventer dans le bâtiment. Cet opérateur des services numériques, c'est un des premiers enjeux du smart building. Car on n'a pas de doute que la filière de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, si elle s'y met vraiment, soit en capacité d'intégrer des réseaux, des capteurs intelligents dans un bâtiment. C'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de s'assurer qu'au fil du temps, ces systèmes continuent à fonctionner. Lorsqu'il y a des pannes, elles soient réparées. Lorsque de nouveaux occupants arrivent dans le bâtiment qui n'ont pas connaissance des services qui sont offerts, quelqu'un les accueille, les forme, assure la prise en main de ces systèmes. Donc c'est tout cet accompagnement d'exploitation qui aujourd'hui n'existe pas et qui reste à inventer. Donc ça, c'est un des challenges extrêmement forts, extrêmement importants, qui repose beaucoup sur la filière aval du bâtiment, donc la filière d'exploitation. Mais pour que celle-ci soit en capacité de le faire, il faut que la filière amont, celle qui conçoit et qui réalise, évidemment, intègre les schémas directeurs dans ces bâtiments. Sinon, la filière d'exploitation va récupérer des choses qui sont mal conçues. Alors pour ceci, ce qui m'amène sans transition à entamer le 3e chapitre de ce webinaire, c'est comment on met en œuvre finalement ce bâtiment. Alors nous, on appelait ça bâtiment connecté et communicant, parce que smart building, ça fait anglo-saxon, on a essayé de franciser un petit peu le terme. Et alors pourquoi connecté et communicant? Pourquoi on y a collé 2 termes finalement? On s'est dit connecté, parce que certains dans nos cercles parlaient de bâtiments connectés. Mais bon, connecté, c'est juste les câbles finalement, hein. C'est s'assurer que le bâtiment soit relié au réseau extérieur. C'est bien, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut s'assurer que ça communique, c'est que les systèmes se comprennent les uns avec les autres. Parce que être connecté, c'est bien, mais si vous savez pas communiquer, ça sert pas à grand chose. Voilà. Donc on a appelé ça le bâtiment connecté et communicant. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce cadre que je vais vous exposer dans un instant, qui a été donc porté par la Smart Building Alliance, la SBA, en partenariat avec HQE et en support avec l'organisme de certification Certivea, a servi de cadre au ministère de la Cohésion des Territoires pour sortir, il y a maintenant près d'1 an, en décembre 2017, la charte des bâtiments solidaires, connectés, solidaires et humains. Voilà. Donc je vous engage à aller voir cette charte-là, qui a été mise en œuvre par Julien de Normandie, dont une centaine d'acteurs de la filière a signé la charte l'année dernière. C'était à l'occasion du CIMI en décembre 2017. Je vous engage à aller la télécharger sur le site du gouvernement.
Et vous y retrouverez peu ou prou dans les grandes lignes ce que je vais vous exposer dans quelques instants. Alors, pas dans le niveau de détail que ce que je vais vous exposer. Mon exposé est beaucoup plus technique que ce que vous retrouverez dans la charte, mais néanmoins, c'est ce qui a conduit quand même à édicter cette charte. Alors, je voulais poser quelques principes du bâtiment connecté et communicant, et donc de l'approche Ready to Services, qui donc est devenu un label depuis juin 2018, comme je vous le disais. Le premier principe, c'est l'existence d'un réseau fédérateur unique dans le bâtiment. Le problème du bâtiment aujourd'hui, c'est qu'il existe de multiples réseaux. Je dirais qu'il est siloté. Chaque verticale métier, la CVC, l'éclairage, le contrôle de sécurité, chacun y va pour tirer son câble, son réseau et ses systèmes, et personne ne communique avec les autres ou très difficilement avec des passerelles. C'est compliqué. Et surtout, c'est en termes de conception, c'est aberrant de tirer plein de câbles dans tous les sens avec des réseaux séparés. Donc, on a posé comme principe, le premier principe fondateur de ce cadre Ready to Service, c'est qu'il faut à un moment donné qu'il y ait un réseau qui fasse converger l'ensemble de ces petits réseaux sur un réseau unique, fédérateur, qui est, si je peux prendre une analogie, finalement, c'est l'adducteur du quatrième fluide du bâtiment. Le quatrième fluide du bâtiment, c'est quoi? Ce sont les données. Donc, les trois autres fluides, vous les connaissez, gaz, eau, électricité. On considère que le smart building, il est smart parce qu'il a un réseau d'adduction spécialisé pour les données du bâtiment. Cet adducteur, en ce qui concerne donc ce cadre de référence, il doit être compatible aux standards internationaux. Et le standard international des réseaux qui font converger les systèmes de communication, ça s'appelle IP, Internet Protocol, Ethernet IP. Donc on a proposé, et ce sera, je dirais, la seule recommandation de technologie qui sera faite, quasiment la seule, mais là, elle est forte et structurante, c'est qu'il y ait un réseau fédérateur qui fasse converger l'ensemble des systèmes communicants. Premier principe. Deuxième principe, sur l'image suivante, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait converger tous les systèmes et les sous-systèmes, donc vous voyez que tous ces systèmes et sous-systèmes ont quand même leur vie autonome sur la couche terrain. On leur demande juste de communiquer sur un réseau fédérateur. Et on leur demande de communiquer leurs données à travers un mode structuré de communication des données qu'en informatique s'appelle une API, Application Programming Interface. C'est la manière dont les informaticiens, les programmateurs informatiques, à l'heure d'Internet, font leur programme. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est une API, c'est simplement une modalité de faire connaissance avec un système qu'on ne connaît pas pour être en capacité de s'échanger des informations, donc de tirer parti de ce que produit un système tiers et de soi-même en faire quelque chose de différent sans connaître les modalités de fonctionnement de ce système. Toute l'industrie de l'Internet, des applications et des services autour d'Internet s'est développée sur cette base-là. Et on dit simplement au bâtiment, si vous voulez rentrer dans le 21e siècle, eh ben, il faut juste adopter les techniques des programmateurs informatiques qui font ça depuis des dizaines d'années, enfin depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Donc utiliser ces standards-là. La bonne nouvelle, c'est que il y a 3 ans, enfin la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a 3 ans, peu le faisaient, et qu'en 3 ans, l'industrie, donc les offreurs, les équipementiers ont beaucoup fait évoluer leur offre et sont pour la plupart d'entre eux en capacité d'offrir ces fameuses API. Et donc, troisième principe, c'est que il faut désiloter. C'est fini ces silos indépendants, chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. C'est une vision qui n'est pas du tout une vision moderne des choses. On est dans un monde interconnecté, un monde de partage de l'information, où, je vous le disais, il y a plein d'innovateurs, toutes ces sociétés d'innovation, ces PropTech qui essayent d'aller de l'avant, et pour cela, elles ont besoin de s'appuyer sur un socle, sur des données produites par le bâtiment pour proposer de nouveaux services. Donc le principe de base qui a été posé, c'est le découplage de 3 couches qui doivent être découplées et indépendantes les unes des autres. C'est quoi ces 3 couches? C'est la couche terrain, où vous allez trouver tous les équipements, les capteurs, les actuateurs, etc. La couche terrain, voilà. Deuxième couche, la couche de l'infrastructure réseau. Troisième couche, la couche des applications. C'est que là, le principe fort, c'est que on doit pouvoir changer
une des couches sans que ça remette en cause le fonctionnement des deux autres. C'est pas comme ça que fonctionnait le bâtiment jusqu'à présent, et donc on a horizontalisé finalement l'infrastructure et le mode de fonctionnement du bâtiment. C'est extrêmement important, c'est juste de passer d'une ère industrielle du XXe siècle à une ère industrielle du XXIe siècle. Toute l'informatique est basée aujourd'hui sur cette conception transversale des couches de systèmes et d'infrastructures. Voilà. Et enfin, principe suivant sur la oui, bah c'est ce que non, on l'a découpé en deux, pardon, excusez-moi. Donc voilà, ce principe-là va permettre de faire circuler les données de manière fluide et transparente entre les différentes couches du bâtiment. Voilà. Et enfin, pour que tout ceci fonctionne sans que ça stresse les occupants, il faut évidemment un cadre de confiance numérique. Donc là, on a posé les bases techniques finalement. Une fois les bases techniques posées, il faut s'assurer qu'il y a un cadre de fonctionnement, de gouvernance, des processus de gestion qui garantissent que ces données sont sécurisées, elles ne puissent pas être volées, les données personnelles restent des données personnelles, et ça respecte la réglementation sur générale sur la protection des données, etc. Donc un certain nombre de règles qui tournent autour du cadre de confiance. Et puis une fois qu'on a donc mis une infrastructure technique performante, qu'on a édicté les règles le cadre de confiance finalement d'usage de ce bâtiment, eh bien le bâtiment peut finalement devenir une véritable plateforme de service. Et donc là, c'est au programmateur du bâtiment, à ses usagers, d'imaginer les différents services dont ils ont besoin. Et donc, ce cadre Ready to Service ne définit pas finalement quels sont ces services, puisque ça va dépendre de chaque cas d'usage. Donc, il serait trop complexe de dire voilà tel et tel service qu'il faut que vous mettiez dans le bâtiment. Non, pas du tout. Ready to Services, c'est bien la notion d'être prêt à accueillir n'importe quel service, de transformer finalement votre bâtiment, c'est une image qu'on emploie souvent, dans une plateforme de service, à l'instar un petit peu de votre smartphone, qui est une plateforme de services et d'applications. Ça doit être la même chose pour le bâtiment. Et le concepteur de votre smartphone, il ne sait pas d'avance quelles sont les applications que vous allez télécharger. C'est pareil pour le bâtiment. Voilà. Et donc tout ça, en résumé, ça donne cette fameuse charte, ce fameux cadre du bâtiment connecté et communicant, donc avec les trois critères trois axes à la base, qui sont donc des principes techniques, donc définir les modalités de connectivité du bâtiment, les modalités de l'architecture réseau du bâtiment et la manière dont les équipements vont pouvoir s'interfacer les uns avec les autres. Ça, c'est les trois socles techniques. Deux critères de gouvernance, finalement, donc tout ce qui tourne autour de la sécurité numérique et du management responsable, c'est-à-dire la façon de gérer ce bâtiment, en respectant aussi, en n'étant pas contre-productif par rapport à d'autres critères, parce que le cadre Ready to Service se concentre sur la notion d'intégration des services TIC dans le bâtiment. Mais pour ce faire, il ne doit pas être contre-productif par rapport à l'objectif d'être un bâtiment durable. D'où le travail entre SBA et HQE pour s'assurer que les deux soient additifs et pas ne se percutent pas l'un avec l'autre. Voilà. Et donc le critère des services. Donc je vous le disais, c'est le cadre qui a été repris dans la charte du gouvernement. Alors je vais vous parler donc pour un peu plus précisément de la structure du label. Donc je vous le disais il y a quelques minutes, ce label est porté par un organisme de certification qui s'appelle Certivea, qui a donc construit à partir du cadre de référence, a construit un référentiel technique et de projet. Ce référentiel est disponible sur le site de Certivea si vous souhaitez le consulter. Il est composé de 54 critères d'exigence, donc je n'aurai pas le temps en quelques minutes de vous les exposer tous,
Mais bon, sachez qu'il y en a quand même 54. La manière dont ils fonctionnent, il faut atteindre des cibles de points, et donc pour atteindre soit le label de base, soit le label avec 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Ce label est applicable à la fois dans le contexte des bâtiments neufs et des bâtiments en rénovation, et pour le moment ne s'applique qu'aux bâtiments tertiaires. Voilà. Alors je vais revenir sur les six critères de base. Je vais pas vous donc ces 6 critères, il y a en gros entre 8 et 10 exigences par critère, hein, puisque pour aboutir à 54, c'est à peu près ce qu'il faut. Le premier thème, c'est le thème de la connectivité. Il s'agit de réunir les critères techniques pour définir les bonnes pratiques de connexion du bâtiment au réseau extérieur de télécommunications. Donc à la fois dans leur adduction, dans leur fiabilisation, leur flexibilité, la protection des câbles. Donc ça c'est pour l'aspect des câbles filaires. Et puis également de la couverture des réseaux sans fil, donc à la fois Wi-Fi et GSM, les deux principaux, hein, pour s'assurer qu'il y ait une couverture efficiente des espaces à l'intérieur du bâtiment. Donc ce premier thème est essentiel, parce que si vous n'avez pas ça, bah, le reste ne peut pas fonctionner. On retrouve cette thématique dans des labels américains, mais on retrouve que cette thématique. Bon voilà, le label Ready to Service prend la base de cette thématique, mais impose des thématiques supplémentaires. La deuxième, c'est l'architecture réseau. J'en ai un petit peu parlé. Et donc là, elle va définir finalement quelle est la nature de l'architecture réseau que doit avoir le bâtiment. Et là, c'est un peu structurant. Et quand je dis un peu, c'est une litote, c'est très structurant. C'est très structurant parce que ça va vous imposer d'avoir un réseau Ethernet IP sur l'ensemble des espaces communs du bâtiment, de l'amener jusqu'au pied de chaque lot immobilier privatif, et de le doter de capacités de gestion et d'administration qui soient suffisantes pour en assurer et garantir la sécurité du réseau et des informations qui circulent dessus. Malheureusement, le constat est que ce ne sont pas les pratiques actuelles du bâtiment, qui est très en deçà des niveaux de normes et de régulation et de mise en œuvre que vous pouvez trouver dans la direction de systèmes d'information pour n'importe quel occupant. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les directeurs de systèmes d'information ne veulent généralement pas que les gens du bâtiment leur apportent le réseau sur leurs espaces de travail, parce qu'ils savent que ce ne sera pas fait selon leurs normes à eux. Donc on essaye de tirer, en mettant des exigences qui peuvent être considérées comme fortes par le secteur du bâtiment, mais qui sont juste normales lorsqu'on parle d'informatique, de tirer vers le haut le niveau de compétence en termes d'architecture réseau dans le bâtiment. C'est essentiel, c'est une condition technique essentielle pour garantir le cadre de confiance. Troisième thématique, celle de l'interface des équipements les uns avec les autres, dont j'en ai parlé tout à l'heure, je ne reviendrai pas trop dessus, ces fameuses API. L'idée, c'est que les services numériques apportés dans le bâtiment puissent l'être sous forme de web service. Donc c'est la manière dont les programmes sur Internet fonctionnent aujourd'hui. L'idée également est d'inciter, donc ça le critère de l'intégration du BIM n'est pas un critère obligatoire à ce stade, parce que sinon on aurait zéro bâtiment qui aurait tous les critères réunis, mais c'est fortement incitatif, donc ça fait gagner des points d'avoir une maquette numérique, et plus encore, pas que la maquette numérique de conception, mais également une maquette numérique qui soit en capacité d'intégrer les systèmes techniques qui sont dedans et l'ensemble des métadonnées qui les accompagnent, ce qu'ils sont capables de produire, les données qu'ils produisent, etc., de manière à avoir ce double virtuel accessible et en capacité de faire le suivi dans le temps de l'évolution du bâtiment. Quatrième thématique, la sécurité numérique. Donc là, il s'agit finalement d'aborder les critères techniques et de processus de gestion pour garantir une sécurité suffisante. J'emploie le terme suffisant à dessein, puisque en matière de sécurité, la question est de savoir où on positionne le curseur finalement. Si on le positionne trop haut pour garantir une sécurité à 99,99%, les conditions
de cette sécurité vont être tels que ça va devenir compliqué, ça va devenir cher, etc. Donc, dans le cadre du Ready to Service, est défini un niveau de sécurité qui est acceptable. La base, c'est de mettre en place les systèmes de protection qui existent, les systèmes d'administration des réseaux qui existent, etc. Et les processus, surtout, au-delà de la technique, les processus de suivi, d'alerte, etc., donc qui sont plus du ressort de l'exploitation, mais qui aujourd'hui ne sont pas toujours pris en compte. Donc, il faut voir ça au-delà d'un guide d'exigence. Moi, je dirais que c'est aussi et surtout un guide de bonne pratique. Management responsable, ce sont finalement, c'est donc ça, c'est la panoplie de critères qui sont issus donc du modèle de Certivia, de certification, qui s'applique aussi essentiellement dans d'autres labels portés par Certivia, comme le label HQE, puisque finalement gérer un projet, que ce soit dans un optique de bâtiment durable ou d'un bâtiment communicant, il y a des règles transversales qui s'appliquent. Hein, donc voilà. Et puis enfin les services, dans le cadre du label Ready to Service, il est demandé qu'au moins un service soit intégré, et ce déjà pour tester la robustesse de l'infrastructure de communication qui aura été mise, et aussi parce que de toute façon un bâtiment sans énergie, ça n'existe pas. Donc voilà. Donc voilà un petit peu décrit le cadre Ready to Service et le label qui l'accompagne. Je vous le disais en introduction, donc ça s'applique à l'ensemble des bâtiments d'activité tertiaire, commerce, hôtels, équipements sportifs, etc. Le label est délivré soit pour des bâtiments neufs en phase conception-réalisation et en phase d'exploitation, et de même pour la rénovation, donc en phase rénovation et en phase exploitation de ce bâtiment rénové. Donc pour ceux qui seraient intéressés pour aller plus loin, je vous engage à contacter l'opérateur de ce label qui est donc la société Certivia. Pour conclure un petit peu ce webinaire, parce que je vois que le temps tourne, je voulais insister finalement sur une chose. L'arrivée des technologies de l'information et de la communication dans les bâtiments, c'est quelque chose d'assez inéluctable. Ça nécessite néanmoins d'intégrer de nouvelles compétences dans la filière du bâtiment. Alors, soit que les bureaux d'études intègrent des ingénieurs réseau dans leurs équipes, soit qu'ils font appel à des prestataires dont c'est la spécialité, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas s'inventer administrateur et concepteur d'un réseau TIC avec le niveau d'exigence qu'ont les occupants aujourd'hui sans en avoir les compétences antérieures. C'est quelque chose de technique. C'est pas plus technique qu'autre chose, mais c'est technique néanmoins, et donc il faut intégrer ces compétences. Donc je dirais, de manière assez basique, le premier critère, n'oubliez pas d'intégrer des gens qui ont cette maîtrise des réseaux informatiques dans vos équipes de conception et de réalisation. Et de même, des gens qui ont la culture du développement des services, des web services, parce que je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais un des challenges, ça va être la gestion dans le temps de l'évolution de ces fameuses web services et des API, et ça nécessite d'avoir des gens qui viennent de cet univers-là. De même, en exploitation, il faut aussi penser à cet opérateur de service TIC qui va s'assurer qu'au fil du temps, les systèmes ne se dégradent pas, soient en capacité d'évoluer, délivrent les services qu'en attendent les différents occupants. Et donc ça nécessite un nouveau métier quelque part dans la chaîne d'exploitation du bâtiment, où il y aura un administrateur de la base de données du bâtiment et puis des gens qui sont là pour accompagner les usagers, parce que plus on va livrer des fonctions techniques avancées, plus il y aura besoin de l'accompagnement. Et pour ne pas conclure sur une note que de contraintes, une fois qu'on aura fait ça, je dirais qu'on sera en bonne voie pour tordre le cou à la sacro-sainte loi de l'immobilier. Quand je suis arrivé dans ce secteur, on m'a dit, c'est simple, l'immobilier, il y a une seule loi, c'est la loi des 3 L. Localisation, localisation, localisation. C'est-à-dire qu'en gros, une fois qu'on a trouvé le bon lieu, on peut faire n'importe quoi, ça se vendra bien. Bon,
c'est une vision, je dirais, qui se dédouane de l'ensemble des autres responsabilités. Et nous, on pense que, au contraire, bon, évidemment, toutes choses étant égales par ailleurs, la valorisation du bâtiment, elle va se faire de plus en plus par les services qu'il est en capacité d'offrir à ses occupants et sa flexibilité, son évolutivité dans le temps. Donc c'est un challenge pour l'ensemble de la filière, mais c'est un challenge positif parce que quelque part derrière, c'est un challenge qui va permettre de créer de la valeur. Voilà. Et ça sera ma dernière slide. Donc pour cela, vous avez des gens qui peuvent vous accompagner sur l'ensemble de la chaîne en programmation, en audit, en accompagnement AMO, etc., en formation, exploitation, etc. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre écoute pour répondre à vos questions. Exactement. Donc nous allons passer maintenant aux questions. Merci Monsieur Cargoat. Je vous rappelle que vous pouvez les poser via la boîte de dialogue questions. Les explications s'affichent actuellement sur votre écran. Alors nous interrompons 2-3 minutes le son, le temps de prendre connaissance des questions, et vous pouvez en profiter pour prendre connaissance de ces 2 formations qui vont s'afficher sur votre écran. Voilà. À tout de suite. Donc voilà, donc vous nous avez posé 2 questions. Alors, une personne qui se demande, qui vous demande juste de répéter le nom de la charte, en fait, que vous avez évoqué tout à l'heure. Voilà, Monsieur Cargoat. Alors, la charte du ministère s'appelle la charte du bâtiment connecté, solidaire et humain. Le cadre de référence dont on a parlé s'appelle le cadre de référence Ready to Services. Et le label s'appelle le label R2S. Voilà, alors la deuxième question, donc le cadre de confiance numérique passera-t-il automatiquement par la blockchain, par exemple pour le BIM? Alors non, je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas du tout le cas dans le cadre dont on vient de parler. Il n'y a pas de notion de blockchain, c'est un peu prématuré à ce stade. Le cadre de confiance numérique tel que je viens de l'évoquer, il repose juste sur le fait de garantir un bon niveau de sécurité des données et des accès au système dans le bâtiment, de garantir le respect de la réglementation générale de protection des données pour les données personnelles et des processus de management. Voilà. Peut-être qu'à terme, la blockchain jouera-t-elle un rôle dans ce système-là, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Très bien. Bon, je vous remercie encore, Monsieur Cargoat. Désolé à toutes les personnes qui ont assisté au webinaire. L'affichage n'était pas idéal. Voilà, donc merci Alain Cargoat d'être venu partager avec nous votre expertise. Merci à tous d'avoir suivi ce rendez-vous expert. Donc le prochain rendez-vous, alors je vais l'afficher. Le prochain rendez-vous aura lieu le 20 novembre à 14h30. Nous accueillerons Christine Ouaro-Boval qui nous parlera de l'urbanisme de Dal. Voilà, à très bientôt.